finalement la thématique de tes deux bouquins. J'ai envie de parler un peu de ton écriture qui est magnifique, je trouve, qui est subtile, qui est poétique, qui est, mais très, très volatile aussi. On en parlera dans Pardonne-nous nos offenses en fonction des nouvelles. Tu as cette capacité à changer ton écriture en fonction des thèmes et des personnages et tout, c'est assez stupéfiant. Et dans tu as dit que tu écris le concret ancré dans le sol, soucieux de la réalité du monde, mais doublé d'une aspiration vers l'ailleurs, un désir d'envol. Alors, l'air, le vol, l'élèvement, tout ça, c'est toujours très présent chez toi, et notamment les oiseaux, hein, parce qu'on a les débris du ciel, on a Colombe, d'ailleurs ici, il y a le livre audio de Colombe, on a Swallow aussi, hein, qui est donc hirondelle en anglais. Bref, ça a une grande importance chez toi, et de même que l'écologie, le souci d'une préservation de la nature, qu'on retrouve très présent dans les débris du ciel. La quête de sens aussi, le besoin de retrouver des racines. Est-ce que tu nous en lirais un petit extrait, page 77? Oui, d'abord, je voulais dire, tu viens d'évoquer le titre Swallow. Swallow qui veut dire l'hirondelle rustique en anglais. Et en fait, je ne l'ai pas pris, quoique j'en ai un exemplaire à la maison, mais il va paraître bientôt. Il va sortir en même temps que le livre de Patrick. Lui, il a eu le culot de l'amener, moi pas. Voilà. Mais c'est vrai que je l'ai souvent, et je ne l'ai pas fait exprès en fait. Maintenant, je le fais exprès, mais voilà. Enfin, dorénavant, je le ferai exprès. Mais mes titres ont toujours à voir avec le ciel, quelque part. Avec le ciel, avec un petit C, le ciel astronomique, ou le ciel avec un grand C, c'est-à-dire la quête du paradis, en quelque sorte, oui. Et voilà, ici, c'est les débris du ciel. Colombe, ben, c'est un oiseau, quoi que ce soit le nom d'un personnage, enfin le surnom. Pardonne-nous nos offenses, c'est référence à une prière, donc c'est là aussi, il y a une dimension verticale. Là, voilà. J'aime bien ce mot-là, vertical. Quelque chose qui nous élève. Et au fond, il me semble n'écrire que sur ce sujet-là, sur ce qui nous tend vers un ailleurs, vers un au-delà de nous-mêmes, ce qui fait sens d'ailleurs aussi, de façon vers quelque chose qui pourrait nous dépasser, et puis ce qui nous rattrape toujours, et les pesanteurs qui nous font retomber, nos chutes, au fond, c'est le mythe d'Icare peut-être qui est derrière ce que j'écris, l'envolée vers le soleil, vers la lumière, et puis la chute, et le mythe d'Icare est peut-être également un mythe du rêve d'oiseau, de l'homme oiseau, et je suis ornithologue depuis très très longtemps, depuis 50 ans, et donc peut-être que l'un n'est pas étranger à l'autre. Tu voulais que je lise quelque chose. Page 75. Je contextualise ou pas? Oh, si tu veux. Alors, les débris du ciel, c'est une histoire d'une rupture amoureuse sur fond de catastrophe environnementale, celle que l'on connaît que trop bien. Et le héros, il s'appelle Laurence, qui travaille dans une réserve naturelle, d'ailleurs qui est ornithologue, et qui est abattu par tout cela, qui n'a jamais pris de vacances d'ailleurs, tant qu'il est obsédé par son travail, et investi, engagé dans son travail. Il décide un peu de prendre des vacances, tout au moins c'est son patron, son boss à la réserve, je lui dis non, va-t'en, barre-toi, à prendre quelques jours, et il décide de retourner sur la terre de son enfance, qui est la Corse en fait, parce que son papa était corse, quoi qu'il ait quitté la Corse. Et donc il retourne là-bas parce que 25 ans plus tôt, ses parents avaient eu le désir de fonder une sorte de, pas de coopérative, mais enfin une entreprise écologique avant la lettre. On était dans les années 80 à peu près, fin des années 80. Et le père est mort dans des conditions pas claires. Est-ce qu'il a été accidenté en ULM, puisqu'il s'était procuré un ULM, ultra léger motorisé, hein. Ou est-ce qu'il s'est fait descendre proprement par les mafias locales? On ne peut pas dire qu'il y a des mafias, mais
n'y en a pas, enfin par des chasseurs. Et donc il retourne en Corse pour essayer de retrouver un peu la santé morale peut-être, et puis pour retourner sur la tombe de son père, parce que suite à ce décès, la maman avec son frère avait quitté le pays très vite, et il ne se rappelait même pas avoir assisté aux funérailles. Voilà. Et donc là, c'est un moment où il retrouve le pays de son enfance, en fait, hein, la Corse. Je vague sans rien chercher parmi ces roches aux formes étranges, sculptées par le vent et l'usure du temps, l'abrasement du sel et du sable. Elles ressemblent à des paysages après les catastrophes. Alors, je jouais parmi les cachettes, les grottes, les cavités, des drôles de trous à travers la pierre. Je connaissais les fosses et les raccourcis, un dédale hirsute de dômes, de pitons, de têtes de chimères. Mais aujourd'hui, je me râpe la paume des mains, je m'écorche sur les faces d'émery. J'ai perdu mon agilité insouciante et confiante. Les roches qui s'avancent dans la mer, elles, sont polies par les vagues. On dirait les épaules rondes et larges, ou le dos brun et lisse de vieux animaux fantastiques, baignant à moitié assoupis, se chauffant au soleil depuis l'éternité. Je me souviens que j'imaginais les ossements de monstres pétrifiés, des vertèbres géantes, les plissures de carapaces préhistoriques, comme si c'était au début de la création ou des cosmogonies, ceux des tâtonnements lorsque les pierres et les dieux, les géants, les animaux et les hommes n'étaient peut-être pas distincts. C'est ce bleu intense, la lumière qui se jette et clignote en tous sens. On est à la pointe, il y a le vent de mer qui fait disparaître la chaleur, seulement le soleil fiché sur sa courbe et qui réverbère sur les vagues. Il lance des étincelles, rebondit sur les rocs de granit gris et rose, danse sur les paillettes, les facettes de mica. Je dois plisser les paupières. Ça, c'était pour donner un petit aperçu de ton écriture, entre autres. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais c'est très bien, parce que tu as fait ça beaucoup mieux que moi, raconter un peu le contexte de l'histoire. Et effectivement, tu as parlé de rêve d'Icare, de rêve de voler, et tu as évoqué l'histoire d'amour compliquée, et surtout la rupture amoureuse qui est un peu au début du roman. Myriam, donc la femme qui a quitté Laurent, puisque Lawrence est simplifié en Laurent Laroche, ou de Laroche, non Laroche. Donc Myriam lui reproche de regarder les oiseaux et de ne pas voir la vraie vie. Alors, par rapport à la chute d'Icare, etc., parce qu'on dit tomber amoureux, est-ce que tomber amoureux, c'est un petit peu une prémonition de la chute? Oui, mais je pense qu'il est écrit quelque part que tomber amoureux, oui, c'est ça, c'est la prémonition de la chute, et il faudrait inventer une façon de se rehausser en amour. C'est une drôle d'expression, d'ailleurs, tomber amoureux, comme si c'était une chute. Il faudrait évoquer l'inverse, en fait. Quand on aime, quand on devient aimant ou aimé, c'est comme une élévation, en fait. Cette expression est étrange, en fait. Comme si elle préfigurait un malheur, comme si l'amour ne pouvait être malheureux. Et je n'y crois pas, à vrai dire, même si on dit que l'amour dure 3 ans, enfin, on sait bien que c'est pas vrai, non, c'est l'attraction. Ben oui, tu as la preuve formidable. Et c'est vrai que l'attraction première, peut-être, dure 3 ans, mais après, ça se construit. Après, c'est un lien qui se construit, qui s'entretient, et qui peut viser l'éternité. Enfin, je le souhaite, bien entendu. Ouais, j'ai bien répondu. Ouais, c'est pas mal vécu. Alors, dans tes livres, mais en tout cas dans Les débris du ciel, le martinet, qui est un cousin de l'hirondelle, est omniprésent. À de nombreuses occasions, plusieurs pages. Il a même son petit chapitre. Est-ce que tu nous le lirais? Il commence page 45, en 12 pages. 5, et oui, c'est ça, c'est page 46. Plus un tout petit bout. Est-ce que tout le monde connaît bien les martinets? Qui ne connaît pas les martinets? À ne pas confondre avec les hirondelles. Tu t'as montré une photo? Non. Nous allons écouter. Si la machine veut bien.
Bon, voilà. La fantaisie des machines, je voulais faire écouter les martinets, on s'en fiche finalement. On se contentera des mots. Je dois parler des martinets. Ce sont eux qui m'empêchent de sombrer. J'écoute leur furie, et du moins ils me donnent le sentiment de sombrer à l'envers, à la verticale du ciel. Un précipice inversé. Eux aussi, comme des éclats d'absolu. Dès qu'ils reviennent, début mai, toujours une excitation me gagne. Je vais en ville les voir tournoyer et fuser entre les rues, m'imprégner de leur fureur, et accessoirement les dénombrer. Planté tel un idiot sur le trottoir, je reste des heures à écouter leur giration folle. Un tournis sublime qui me vrille le cerveau, l'infusion de leur hystérie. Sri, 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 sri. Les ondes d'une joie puissante me parcourent le sang, toutes les veines, les vaisseaux du corps. Une extase dans les cellules où le cosmos entier m'arrive, tel un baume magnifique, dépossédé et expansé en même temps. Et ça, les martinets, c'est extraordinaire. Hein. Les martinets sont des oiseaux, vous savez, il faut parler des martinets, évidemment. C'est des oiseaux extraordinaires, ils ne se posent jamais. Ils ne se posent jamais. Sauf les adultes, quand ils sont donc matures, pour nicher. Mais sinon, ils font tout en vol. Ils se nourrissent en vol, bien entendu, ils boivent en vol, ils trouvent les ingrédients pour leur nid, des pailles, des herbes, des bouts de papier, des fils d'araignée, des plumes pour constituer leur nid. Évidemment, ils se reproduisent en vol, ils s'envoient en l'air, hein, c'est quand même formidable. Et ils dorment en vol également. Et ils dorment à 2000, 2500, 3000 mètres d'altitude, c'est extraordinaire. Et ils sont capables également, pour éviter les tempêtes, de partir très très loin, des centaines, voire j'ai vu jusqu'à 2000 km pour éviter les intempéries, et de revenir alors nourrir 2 semaines après leurs petits qui alors ont jeûné pendant 1 ou 2 semaines. Donc c'est complètement fascinant. Et ils ont une voiture, une vitesse ordinaire de 40 km/h à 100 km/h, et les pointent à 200 km/h. C'est tout à fait fascinant. Ce sont des oiseaux, moi, qui me subjuguent. On s'en rend compte, hein. Mais tu as raison, c'est extraordinaire. Alors, néanmoins, c'est un fou de bassin qui est sur la couverture des débris du ciel. Oui, parce qu'il est plus esthétique. Plus esthétique. Oui, parce que le martinet, il est très beau, mais il est tout noir. Oui. Oui, mais c'est beau aussi en voyant le fou de bassin, il est quand même extraordinaire. Alors, le martinet, il faut les protéger aussi, hein, donc il faut mettre des nichoirs, parce que depuis que oui, ça c'est mon petit côté militant naturaliste, là, mais enfin voilà, il n'y a qu'à s'informer. Alors, oui, bravo. Ma contribution. Bravo, c'est tout à fait tri. Alors, dans le roman, il y a, mis à part les martinets, hein, qui c'est ton oiseau préféré, probablement. Ouais, bien. Il y a aussi Antoine de Saint-Exupéry qui est très présent. Hein. Tu mets évidemment cette citation très connue en exergue: nous ne méritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants, qui est sorti de Terre des Hommes, qui était paru en 1939. Et il y a plusieurs allusions. Par exemple, le père de Laurent a le même prénom, il s'appelle Antoine. Il est mort, comme lui, abattu dans son avion, au même âge en plus, à 44 ans. Donc il y a des tas de parallèles qui sont faits. Alors, ces thèmes donc, qui traversent le roman, c'est à la fois la question de la séparation difficile avec cette Myriam, et de savoir pourquoi exactement elle l'a quitté, et puis aussi, comme tu l'as dit, savoir si son père a été victime vraiment d'un accident ou d'un meurtre. Et Laurent va quitter la Corse finalement pour rejoindre sa maman, Dorothy, qui est retournée en Irlande, où elle peint des aquarelles, des dessins d'oiseaux bleus. Et elle pose la question à son fils, et là je vais lire cette petite phrase qui est trop facile. Petit passage qui est trop joli. Elle demande à son fils s'il a trouvé son oiseau bleu. Je regarde le ciel, j'y vois briller comme des débris de verre. Certains me tombent dans les yeux, une pluie qui me fait venir les larmes. Vraiment, peu importe d'avoir ou non aperçu un merle bleu. Très beau ça. Mais oui, la question des oiseaux, les oiseaux sont... Bien sûr, il y a leur réalité
physique, naturelle, et puis leur réalité symbolique. Et je pense en particulier à l'oiseau bleu. Hein, et on pense en entendant l'oiseau bleu à Maeterlinck, évidemment, sa pièce théâtre. Et voilà, que symbolise l'oiseau bleu? Il existe dans la nature des oiseaux bleus, assez peu chez nous, mais sur d'autres continents davantage. Chez nous, c'est le merle bleu, le monticole de roche, comme on dit, et qui existe encore. C'est donc à la quête duquel mon ami Laurence là se part. Mais donc, en effet, l'oiseau bleu, peut avoir diverses interprétations. Ici, c'est assez simplement, je pense, l'interprétation de l'oiseau de bonheur, en fait. Voilà. Alors, la maman demande si son fils a trouvé le bonheur finalement. Mais l'oiseau bleu, c'était aussi une légende enfin, il y a une légende à propos d'un oiseau bleu que lui raconte le Ahmet, le Matouffer des parents lorsque Laurens était enfant en Corse. Et cette légende n'est fait qu'esquisser dans le roman ici. Et on parlait là tout de suite d'un livre que je n'ai pas amené qui va sortir début novembre, qui s'appelle Swallow, le nom de l'hirondelle, donc, et qui est un recueil de fables et de contes d'oiseaux et de portraits poétiques entre poésie et naturalisme d'oiseaux, exclusivement d'oiseaux, dont certains justement font écho aux débris du ciel. Notamment, on retrouve dans Swallow le conte entier des débris du ciel. Donc, il faudra d'abord lire celui-là parce que sinon on spoil le machin. Voilà. Mais oui, il y a d'autres rapports également. Tu as dit quelque chose qui m'a fait penser aussi, le rapport à Saint-Exupéry. Au fond, moi j'écris toujours, je ne sais pas très bien où je vais quand je commence à écrire, mais j'ai des images en tête. Je voulais qu'il y ait un rapport entre l'Irlande et la Corse, je ne sais pas pourquoi, parce que les îles me font rêver, 2 îles catholiques et rebelles, volontiers. Je savais qu'il y aurait l'oiseau bleu, mais je ne savais pas comment. Je savais. Alors, il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'ai retrouvée dans sa correspondance, mais dont la propagande corse touristique corse est réappropriée, mais dont il n'est pas sûr du tout qu'elle parla, ce motif imparfait, qu'elle parla de la Corse, mais plutôt de l'Algérie. C'est la terre a tant fait l'amour à la mer qu'elles ont enfanté la Corse. Et ça, c'était à propos de la Corse. C'est une autre phrase, c'est une autre phrase aussi, mais dont on n'est pas sûr que ce soit pour la Corse. Oui. Mais cette phrase-là, je trouve magnifique. Et donc, voilà, j'avais envie que ça soit présent là-dessus. Et donc, Saint-Exupéry est arrivé. En plus, en écrivant, on me dit ah ouais, mais en fait, Saint-Exupéry, il se fait abattre là en plein vol. On n'a jamais eu d'explication. Enfin, il y a des théories différentes, mais pas d'explication définitive. Tout comme il y a un mystère sur la mort du père. Et en fait, c'était pas voulu, je ne sais pas. De même que le prénom du père, Antoine Della Rocca, en fait, je me suis rendu compte après coup. En fait, Antoine, c'est le prénom de Saint-Ex. En fait. Mais c'était pas volontaire, donc c'est le travail inconscient probablement. Hein. Mais voilà, par exemple. L'inconscient, le rêve, hein, il revient toujours. Donc ça, c'était les débris du ciel. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de temps pour parler de « Pardonne-nous nos offenses ». Martine, tu... Comme dit petite. Oh mon Dieu, tu as été très disert. Parce que c'est un recueil très intéressant et très culotté que tu nous offres là avec c'est mieux que déculotté. Ah ben oui, mais parfois c'est assez déculotté aussi. Donc, tu passes de l'appropriation culturelle aux dérives du wokisme, de l'écriture inclusive au port du voile, le tout livré à la sagacité du lecteur, avec une solide dose de cynisme saupoudré d'humour, une liberté de ton qui bouscule les dictates. Ça dépend des nouvelles, hein. Il y en a qui sont quand même un petit peu... Pas de cynisme, d'ironie. Oui. On a aussi, ton personnage aussi, tu disais qu'il était cynique, Pedro, voilà, on retrouve entre cynisme, humour et ironie, voilà. Alors, ce sont des nouvelles qui attisent la polémique, hein, ils nous confrontent un petit peu à nos propres limites. La question est alors de savoir, au gré de ces 13 nouvelles, donc, par quoi serons-nous offensés et pourquoi. Dans la première, qui s'appelle Tract, entre parenthèses,
le T entre parenthèses, donc, on se demande comment nommer les choses, comment éviter cette fameuse appropriation culturelle. En voici un petit extrait. Dire tête de turc, donc, par exemple, tu peux plus. Dire parler chinois, non plus. Tête de nègre, non plus, interdit. D'ailleurs, droit de l'homme, tu dois changer et dire humain, droit humain ou de la personne. Il ne faut pas offenser, heurter les sensibilités, mais être correct, respecter. Tu ne peux plus aimer une autre culture parce qu'en fait, c'est alors qu'on te l'approprier. C'est comme ça. Et alors, tu dépossèdes les natifs véritables de leur culture à eux. Tu es un blanc, tu dois t'excuser et te repentir de tout ce que ta culture a fait subir aux opprimés. En tout cas, il s'agit donc de bien mettre les points sur les i du respect. Il faudrait dire civilité. Il y a quand même plus de i, en fait. Mais il faut mettre des points partout aujourd'hui, partout dans tes mots. Sinon, on te fout un autre point dans la gueule. Bon, c'est quand même pas... on entend la différence de temps, là, vraiment, dans l'écriture. Est-ce que tu évoques ici, dans cette nouvelle, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, les difficultés qu'ont, par exemple, des gens de notre génération à nommer les choses correctement, sans heurter ou paraître irrespectueux? Oui, je ne pense pas que les gens de notre génération, je crois que des jeunes générations en particulier aussi, ils sont beaucoup plus attentifs. Nous qui avons eu des écarts de langage, pour dire ça auparavant, enfin qui paraissent des écarts de langage aujourd'hui, on est plus interpellés peut-être par ça, mais les jeunes générations sont très attentives à cela. Pour nous, c'est plus nouveau. Ah oui, oui, pour nous, c'est bien sûr bien plus nouveau. Et ça me fait penser à ce que disait Patrick, là, justement, par rapport à son roman, nouveau roman qui va paraître là, bientôt. Hein, tu rappelles le titre? Le singe de la mer. Le singe de la mer, magnifique, magnifique. Voilà. Et donc, tu t'es posé la question, est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que finalement la question c'est celle de la légitimité? Est-ce que je suis légitime d'écrire cela tandis que je sur le Maroc, tandis que je ne suis pas moi-même marocain? Est-ce que je ne vais pas passer pour un néocolonialiste, etc. C'est des vraies questions qu'on se pose, elles sont très très intéressantes. Et si j'ai bien entendu, je crois, au fond, tu t'es dit non, je ne gomme pas grand-chose. Et je me dis ouf, l'homme ne sacrifie. Enfin, on en parlera après, hein. Mais en effet, c'est une vraie question, cette question de la légitimité, parce qu'aujourd'hui, on aurait tendance à devoir être boulanger pour pouvoir parler de boulanger. Peut-être il faudrait être mort pour pouvoir parler des décédés, voilà. Mais il faut avoir la bonne couleur de peau, le bon genre, le bon sexe, la bonne religion pour pouvoir parler de ceci, de cela, de cela. Donc, il y a une tendance qui va dans ce sens-là et qui est un peu dérangeante. Elle est dérangeante parce qu'elle est moralisante et elle est culpabilisante, elle est accusatrice en tout cas, et finalement elle est stérilisante, me semble-t-il. Alors, c'est entendu, et il est important de faire attention à ce que l'on dit davantage aujourd'hui, et voilà. Mais je crois qu'en matière littéraire et d'expression artistique, quelle qu'elle soit, la liberté d'expression doit rester totale dans le cadre de la loi, évidemment, sans appel à la haine, à la violence, enfin tel que la loi l'impose à juste titre, la loi européenne. Mais non, ce qui est gênant, c'est cette moralisation, même ce puritanisme dans lequel parfois on se sent obligé d'être repoussé, en fait. Mais c'est un vieux blanc de plus de 50 ans, mâle, cisgenre, hétéro, boomer en plus, la pire des quarts qui parle, évidemment. Donc, c'est sous-conscient. Ça, c'est un peu la thématique de la nouvelle The White Elephant. Hein, c'est ça, c'est le boomer. Oui, mais ça c'est une nouvelle terrible, elle est assez courte, mais c'est un pauvre grand-père qui avait l'habitude de garder son enfant, son petit-fils. Et je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, comment, et en fait, il se voit dépossédé de pouvoir s'occuper de cela, parce que sa fille, en fait, elle devient éveillée, consciente à toute une série de choses, et elle se rappelle que son père a des éléphants en ivoire et en ébène, là, qu'il a lui-même reçu. Enfin non, ça date du temps où il était en Afrique, et elle le prend pour un
un esprit colon, finalement, et elle ne veut pas que son petit-fils soit infesté par ces idées peut-être néocoloniales, et donc sa fille ne veut plus du tout que son fils soit gardé par ce grand-père qui n'y peut ni finalement, et qui était tout aimant, et voilà. Donc il y a, évidemment, c'est pousser le curseur très, très loin et c'est forcer le trait, mais c'est ça un petit peu l'intérêt des nouvelles aussi, c'est qu'en forçant le trait, on donne à penser cette chose. C'est comme la caricature de presse finalement, ou la caricature tout court. D'ailleurs, tu évoques les caricatures. Non, mais... il y a aussi. Tu parles de. La question de la légitimité. La question de la légitimité. J'ai fait. Non, mais c'est très important. Parce que c'est vraiment la qualité. Mais j'ai écrit un texte sur le voile. Oui. Est-ce que je peux ne pas l'écrire parce que je ne suis pas musulmane? Est-ce que je dois ne pas l'écrire parce que. Est-ce que je n'ai rien à dire parce que je ne suis pas musulmane? Je ne suis pas femme, je ne suis pas musulman ni musulmane. Est-ce que je dois donc ne rien dire? Ben non. Ben non. Je ne vois pas encore, je ne serais pas légitime. D'abord, le voile me regarde. Donc, je me sens concerné au premier chef, par exemple. Voilà. C'est une petite même de la question de la légitimité aujourd'hui où on voudrait que nous ne soyons pas légitimes pour une seule chose, il me semble. D'ailleurs, dans ce recueil, donc, tu nous donnes ton avis sur tout un tas de choses. Et il y a des... Non, je ne suis pas plus le micro. C'est fini. C'est fini. Stop. C'est à moi. Ce sont les avis des personnages. Mais oui, évidemment. Et ce qui traverse plusieurs nouvelles, c'est effectivement ce souci de cette appropriation culturelle, de ne pas avoir l'air néocolonialiste, etc. Notamment dans la deuxième nouvelle qui s'appelle Grâce, qui est très très belle, où tu continues à jouer avec les mots, les assonances. Et, par exemple, tu nous dis « Tombe-t-on amoureux d'un prénom ?» J'aimais Grâce. Outre la grâce particulière de sa démarche chaloupée aux airs indolents qui me troublaient tant, j'y entendais le mot « grâce », qui m'évoquait l'ampleur de ses formes plantureuses et sensuelles où j'aimais me perdre et me retrouver. Moi, Grâce, ma glorieuse d'amour, je l'appelais ma négresse. Le mot, saturé d'un sens horriblement connoté, pouvait traduire un racisme odieux. Il n'y avait assurément de ma part rien de ces relents nauséabonds. Il n'y avait qu'amour, presque une dévotion. Négresse. Ce beau mot ne laissait-il pas entendre la beauté fastueuse des femmes d'Afrique, cette plénitude charnelle, cette graisse si richement enveloppante et suave, si chaudement bienfaisante? Je sais, pour l'avoir appris, que rien n'est jamais blanc ou noir, mais mélangé, c'est-à-dire complexe et nuancé, gris donc, couleur de la réflexion. Alors, cette couleur grise, elle va revenir à plusieurs reprises dans tes nouvelles, notamment, ça évoque un peu la matière grise. Hein, parce que, est-ce que la question qui revient nécessairement quand on ose aborder, parce qu'il faut du culot quand même, quand on ose aborder tous ces thèmes un peu touchy, est-ce qu'il faut une solide dose d'intelligence et d'humour, parce que n'oublions pas l'humour, pour arriver à en parler, pour arriver à aborder toutes ces questions? Oui. Et c'est pour ça que je suis stressé d'en parler, parce que écrire est plus facile qu'en parler, et que je ne me sens pas assez intelligente pour bien en parler, et donc ça me stresse un petit peu. Mais oui, je pense que... Enfin, je ne sais pas l'intelligence... Oui, peut-être la difficulté, tu parles d'intelligence et d'humour, mais la question c'est aujourd'hui, ce qui est devenu un peu compliqué, c'est le second degré en fait. C'est le second degré, on prend vite les choses au premier sens, au premier degré, sans aller plus loin. Donc c'est parfois, c'est ça la difficulté. Et je pense que toute pensée pour rester saine a bien d'humour en fait, c'est-à-dire aussi de distanciation vis-à-vis d'elle-même en fait. Dès lors qu'il n'y a pas d'humour, que ce soit en toute chose, on est prêt de se planter en fait. Que ce soit en amour, dans toutes les idéologies, dans toutes les religions, dès lors qu'il n'y a pas d'humour, voilà. C'est-à-dire de l'existence de soi-même. Le football entre les verts et les rouges, des religions dont tu disais à juste titre, des religions, mais alors quasiment fanatiques, hein, pour le coup, on n'est pas loin, hein,
au travers de cette violence-là. Il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'humour. Voilà. Donc je plaide d'abord pour l'humour, pour une pensée plus ouverte et plus joyeuse d'abord. Voilà. Nous avons terminé. Rien dit de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, tu as très bien parlé, contrairement à ce que tu dis. Donc, pardonne-nous nos enfants. Très très bon accueil de nos enfants.